Aujourd'hui, je vais vous parler de réconcilier performance et humanité au travail. C'est d'ailleurs une demande de vos futurs collaborateurs et collaboratrices, et même de ceux qui travaillent déjà chez vous, et qui font partie de la dernière génération. Les jeunes ne conçoivent plus d'aller au travail sans être considérés, sans être impliqués dans l'entreprise. Sinon, ils ont vite fait de se sauver pour trouver leur place ailleurs. Donc, malgré la robotisation, le numérique, l'IA, on a besoin de l'humain, parce que d'ailleurs l'humain est à l'origine de tout ça. Sans l'humain, l'IA n'aurait pas autant de données à vous distribuer aujourd'hui. Alors, je vais vous parler aujourd'hui donc de la responsabilité sociétale des entreprises, qui est un outil, on va dire, qui va vous permettre de définir un cadre pour réconcilier humanité et performance et excellence. Alors, petite entreprise, grande responsabilité, c'est le titre parce que vous avez la responsabilité de la RSE par rapport à vos collaborateurs, à vos partenaires, aux entreprises pour lesquelles vous travaillez, qui elles sont peut-être de grandes entreprises et qui sont soumises par la loi depuis 2017 à appliquer la RSE si elles ont plus de 5000 salariés. Par exemple, si vous travaillez pour Stellantis, eh ben, vous devez respecter la RSE parce qu'on va vous demander des comptes par rapport à ça. On va faire un petit peu d'historique et revenir sur le modèle Peugeot à Sochaux, qui aurait pu passer pour un modèle de RSE. Et on va voir pourquoi ça n'a pas marché surtout. Ça n'a pas marché parce que l'état d'esprit des Peugeot, c'était surtout d'infantiliser, pardon, les ouvriers. Et alors l'infantilisation, ça ne marche pas. Ça marcherait encore moins aujourd'hui. Hein, il pensait que voilà, quand vous avez un logement, un club de foot, un jardin, une maison et tout ça, vous devenez conservateur et vous n'avez plus envie de réfléchir et plus envie de vous soulever. Et ça n'a pas marché, la preuve, puisqu'on a quand même eu beaucoup de soulèvements, notamment avant 68, mais aussi en 1968. Alors les temps changent, hein, évidemment, les temps changent. Cette loi, elle est de 2017. Mais avant 2020, avant 1929, c'était les entreprises qui avaient les responsabilités sociales, comme l'a fait Peugeot. Hein, c'est les entreprises qui apportaient du bien-être aux ouvriers en dehors de leur temps de travail pour justement les garder chez eux. Hein, c'était ça l'idée. Mais après 1929, c'est l'État qui a pris le relais. L'État a pris le relais, on appelait ça l'État-providence, qui a sécurisé. C'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de lois sociales, à commencer par la sécurité sociale, les allocations familiales, plus tard le RSA, les congés payés, etc. Donc effectivement, ça a sécurisé, mais du coup, il n'y avait pas de contrepartie, puisque quand l'ouvrier était dans une entreprise qui s'occupait bien de lui, il travaillait pour l'entreprise, il y avait un donnant-donnant. Là, avec l'État-providence, bon, ok, les gens étaient en sécurité, mais ils n'avaient pas de considération, ils n'avaient pas d'activité, manque de reconnaissance, ils savaient plus qui ils étaient, donc finalement, on s'est aperçu que ça marchait pas. Donc aujourd'hui, comment rendre le travail suffisamment digne pour qu'il soit préférable à l'assistance? C'est que les gens aient envie de travailler chez vous au lieu de rester chez eux à déprimer. Parce que dire que l'État-providence sera heureux sans travailler, c'est vraiment détourner le regard du vrai problème. C'est créer un monde à part, un monde de précarité, qui est complètement déconnecté du monde de l'entreprise et du monde de l'actif, et qui peut avoir des comportements qui sont pas du tout adaptés à notre société. Alors, dans les années 80-2000, avec la mondialisation, donc l'État, il a commencé à se retirer, hein. Donc, il a commencé à se retirer. Ben, pourquoi il a commencé à se retirer? Ben, parce que ça commençait à coûter cher, hein. Donc, comme ça coûtait cher, il s'est retiré et il s'est demandé, il a renvoyé la responsabilité sociétale sur sur l'entreprise. Donc, comment on va faire pour que l'humain soit performant et qu'est-ce qu'on va apporter à l'humain en remplacement de ce qu'apporte l'État pour qu'il soit impliqué, qu'il soit
appliquer dans l'entreprise et qu'ils deviennent performants et excellents. On va déjà regarder ce qui marche pas, hein, pour faire ça. Alors, ce qui marche pas, c'est déjà de faire de la RSE un simple outil marketing. Je vous engage à regarder ce film Un autre monde, qui est vraiment qui montre vraiment ce cas de figure. Si la direction aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se vendent entre guillemets, qui font de la publicité par rapport à des valeurs décidées par la direction. Alors des valeurs qui sont des slogans publicitaires, mais qui ne correspondent pas forcément aux valeurs des collaborateurs et collaboratrices. Et du coup, il y a une coupure, il y a une cassure, et du coup, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas non plus en faire un service, hein. C'est pas parce qu'on va vous dire d'appliquer la RSE qu'il faut embaucher, qu'il faut créer un poste RSE. Ça marchera jamais. Parce que, justement, je reviens à mon idée de l'identité professionnelle. La RSE, elle doit être l'identité professionnelle de l'entreprise. Justement, ça doit être une culture de l'entreprise. Et non pas être amené comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc, il faut pas négliger la dimension humaine interne. Il faut pas oublier que vous avez face à des humains, hein. Évidemment, l'IA, elle est toujours d'accord avec vous, hein, quand vous consultez l'IA, elle est jamais fâchée, elle a jamais de problème personnel, hein, elle a pas de bébé qui pleure à la maison ou qui sont malades. Donc, être attentif à votre personnel quand il arrive le matin et ne pas attendre de l'écouter quand vous voyez qu'il y a un problème, c'est comme ça que ça commence, la responsabilité sociétale. Il faut pas sous-estimer les obligations juridiques. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas directement soumise aux obligations de la loi de 2027, de 17, pardon, j'ai fait une erreur, mais vous évoluez dans un écosystème où vos clients et donneurs d'ordre sont concernés et ils vont vous demander des comptes, hein. Donc, ce qu'il faut pas faire, il faut pas faire un RSE sans indicateur. Il faut savoir pourquoi on fait ça. Faut savoir l'objectif, hein. On se dit quel est l'objectif. On veut plus de turnover, on veut plus d'absentéisme. On a un projet super, mais on veut que les gens soient à fond. Donc, il faut qu'il y ait un projet. Il faut pas faire de la RSE pour la RSE, hein. Et il faut faire un plan d'action avec une traçabilité. C'est pas la peine de multiplier les normes. Alors, le projet, ça peut être acquérir un label, une certification. Ça peut être ça. Mais si vous l'imposez sans demander à vos collaborateurs comment eux, quelles idées ils auraient par rapport à ça ne servira à rien, hein. Donc, vous pouvez pas dire, ben, aujourd'hui, je vous mets des coups de fouet parce qu'il faut absolument qu'on soit ISO, je sais pas quoi. Ça marchera pas. Donc là, ça va échouer si le management reste autoritaire. C'est le cas d'entreprises que je ne citerai pas, hein, qui ont justement apporté plein d'améliorations physiques à leur personnel, crèche, salle de sport, cantine bio, etc., mais qui n'ont pas changé leur management. Et donc, du coup, ça marche pas. Les gens sont tout aussi mécontents, peut-être encore plus qu'avant, parce que ça rappelle ce modèle paternaliste Peugeot. On te donne tout, donc tu te tais. Et ça marche pas du tout. Les gens, aujourd'hui plus que jamais, ils veulent s'exprimer dans l'entreprise. Alors la RSE réussit si elle est stratégique, systémique, hein, faut pas oublier, donc stratégique, il faut un plan d'action, systémique, il faut pas oublier d'inclure vos partenaires dans cette réflexion, et puis il faut regarder si ça marche, hein, faut regarder si, en appliquant certaines mesures, au bout de 6 mois, 1 an, vous avez moins d'absentéisme, vous avez plus d'implication, etc., hein. Faut pas essayer d'imiter les grands groupes, hein. N'essayez pas de vous dire on va faire comme celui-ci, comme celui-là. Non, vous n'avez pas les moyens déjà, et puis vous y arriverez pas, ça servira à rien. Vous allez vous retrouver avec des dossiers, des comptes rendus et des réunions sans n'en plus finir, et ça marchera pas. Ça va vous perdre du temps. Alors, il y a des actions à coût réduit. Alors, d'abord, combien ça coûte? Qu'est-ce qui coûte cher quand on s'occupe pas des humains? Qu'est-ce qui coûte cher? Ben, c'est l'absentéisme, le turnover, les conflits. Donc, pour éviter ça, il y a des actions qui coûtent rien et que vous pouvez mettre en place tout seul. Par exemple, des réunions mensuelles. Mais des réunions mensuelles, on écoute,
pas. On dit, eh ben, le mois dernier, on a fait tant de chiffres, cette année, il faut qu'on fasse ça, puis vous avez qu'à faire ça, 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 ça. Ok, là, le mois dernier, on a fait tant de chiffres, cette mois-ci, on veut faire mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Question ouverte. Il faut clarifier des fiches de poste. Dans les petites entreprises, on voit encore des petites entreprises où les fiches de poste n'existent pas. Or, comment voulez-vous discuter si vous n'avez pas un support pour discuter avec vos salariés lors notamment des réunions d'entretien annuelles, hein? Et c'est pas possible. Si vous discutez sur rien, ça marchera pas. En plus, vous allez réduire, vous allez gagner du temps et réduire le gaspillage. Ça peut faire partie de la RSE. Hein, les gaspillages de papier, les gaspillages de temps, etc. Ça peut être une réflexion pour la RSE. Et ça, demandez à vos entreprises comment faire. À vos salariés comment faire. Vous allez voir qu'ils ont plein d'idées. Donc, c'est pas tellement une question de moyens, hein, c'est une question d'écoute et d'imagination. Et vos collaborateurs, ils en ont plein d'idées. Sauf que là, si vous leur demandez pas, vous saurez pas. Hein. Donc, pour écouter leurs idées, il faut vous organiser. Il faut vous faire aider par une coach. C'est là que je peux vous apporter mon expertise. Parce qu'une coach, ça peut vous aider à faire émerger plein de choses. À travers plusieurs actions. Soit une permanence coaching une fois par mois pour justement éviter les risques psychosociaux. Si vos salariés ont la possibilité de vider leur sac une fois par mois en toute confidentialité, sans aller payer un psy ou sans plutôt voir une coach, ça leur paraîtra moins difficile. Et puis, ça peut leur remonter le moral et ça peut repartir pour un tour. Hein. Ça, c'est l'écoute. L'écoute, c'est la première chose. Si vos managers n'ont pas le temps d'écouter, si vous-même n'avez pas le temps, confiez cette écoute à quelqu'un de professionnel qui saura écouter sans jugement et qui permettra aux salariés d'avoir plus, plus d'envie pour continuer. Hein. On peut aussi, ce qu'il faut faire aussi, c'est organiser des réunions d'équipe. Des réunions d'équipe, on n'est pas obligé de prendre une journée. On peut prendre une après-midi. C'est quand il y a un changement dans l'entreprise, quand il y a un projet important. On réunit tout le monde à l'aide d'un coach. Et c'est le coach qui pose des questions par rapport à votre objectif, en toute neutralité. Et du coup, vous allez voir le paquet d'idées qui vont sortir. Alors les idées, on n'est pas obligé de toutes les retenir, on les choisit ensemble. Mais je vous garantis à 100% qu'il y a des idées que vous n'auriez pas eues qui vont être extrêmement bénéfiques pour l'entreprise. Donc voilà, moi je m'appelle Monique Kipré, je suis coach thérapeute en entreprise et je peux vous aider à réussir à réconcilier humanité et performance.